Chers amis, Auricoste, c'est un nom qui a fait couler beaucoup d'encre. Auricoste par-ci, Auricoste par-là, Auricoste aujourd'hui, Auricoste hier. Mais j'ai envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter exactement qui était Joseph Auricoste de ses débuts en tant que très jeune talent prometteur de l'horlogerie, jeune chronométrier, puis l'évolution de la marque au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, son retour avec force et honneur. C'est le principal. C'est aujourd'hui en direct des bureaux du père de Laurent Torgmann, lui-même qui a repris la marque Auricoste. On est très fiers d'être là, c'est important pour nous et c'est seulement sur les Rabilleurs. Avant de vous parler purement et simplement de montres, des montres qu'on aime, des montres Auricoste, j'aimerais vous dire un mot sur la vie de Joseph Auricoste, qui était quand même un homme de talent, de courage et de bravoure, et à mon sens, ce n'est pas assez mis en avant quand on en parle aujourd'hui. Joseph Auricoste est un horloger de talent, il faut le dire. Tout d'abord, il a remporté beaucoup de premiers prix. Il sort premier de sa promotion d'école d'horlogerie à Paris en 1900, et avant cela, il a développé, présenté plusieurs innovations en matière d'horlogerie, en matière d'outils techniques. Donc, véritablement, Joseph Auricoste est un peu une tête, un amateur de mathématiques, un amateur de technique, un amateur de physique, ce qui fait qu'il a été un horloger assez brillant. Et souvent, quand on parle d'Auricoste, on pense à la date de 1854. Alors évidemment, on n'a pas déposé une marque Auricoste en 1854, mais il faut retenir le nom d'un célèbre chronométrier d'alors qui s'appelait Émile Thomas, qui était un bel horloger, un grand horloger, qui en fait va tout simplement travailler main dans la main avec le jeune Joseph Auricoste qui, à la fin des années 1880 et surtout entre 1890 et 1900, va prendre sa suite en tant que chronométrier. C'est-à-dire que d'abord, vous avez le chronométrier Thomas et ensuite, vous avez Joseph Auricoste qui va reprendre la suite de son travail. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Émile Thomas était horloger de la marine et de l'État. Et début des années 1900, vous avez le président d'alors qui s'appelait Émile Loubet, qui est connu pour avoir gracié le capitaine Dreyfus, qui est aussi celui qui a effectué la séparation entre l'Église et l'État en 1905. Bref, Émile Loubet va commander des pièces à Émile Thomas, qui est alors horloger de la marine et de l'État. Donc c'est tout simplement et tout logiquement que Joseph Auricoste, quand il prend la suite du chronométrier Thomas, va aussi devenir horloger de la marine et de l'État. D'ailleurs, j'ai trouvé une bribe de journal du Figaro de 1900 et je vais vous en lire un passage. Le président de la République a commandé à monsieur Émile Thomas, horloger de la marine de l'État, une série de magnifiques chronomètres de précision, les uns en or rouge, les autres en argent, tous portant son chiffre en relief, les initiales EL, double, adossées entrelacées d'une branche d'olivier en or jaune mat. Donc vous voyez qu'avant Joseph Auricoste, il y avait Émile Thomas, et Émile Thomas va travailler main dans la main avec Joseph Auricoste, notamment dans les chambres syndicales d'horlogerie, pour faire la renommée du personnage. Ça, c'est pour les débuts de Joseph Auricoste en tant que chronométrier, horloger de la marine de l'État. Mais ce qu'il faut saluer également, chers amis, c'est la bravoure sans limite de Joseph Auricoste. En effet, pendant la Première Guerre mondiale, il va s'engager sur sa propre décision pour aller au front et il va notamment s'illustrer lors de la bataille de la Somme et il va être reçu chevalier de la Légion d'honneur pour son courage au front. D'ailleurs, je vais aussi vous lire un passage important pour cette partie de Légion d'honneur. Venu au front sur sa demande au début de 1915, s'est immédiatement fait apprécier dans les fonctions qui lui ont été confiées par son ardeur au travail et son absolu dévouement. Esprit fort ingénieux, a, par ses créations et organisations de toutes sortes, rendu les plus éminents services et particulièrement distingué pendant la bataille de la Somme où il a montré, en des circonstances difficiles, une inlassable activité. Bon, ça, c'était ma petite partie sur la naissance de Joseph Auricoste en tant qu'horloger de la marine de l'État, en tant que chronométrier, aux côtés d'Émile Thomas et toute sa partie bravoure pendant la Première Guerre mondiale. Ce qu'il faut retenir en tant que son travail d'horloger, c'est qu'évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, Joseph Auricoste, aux côtés d'Émile Thomas, va produire de nombreux outils, de nombreuses horloges, de nombreuses montres de poche à destination des soldats. Il y a aussi, par exemple, livré des boussoles. Ça, c'est quand je vous parle d'outils qui ont été préparés par Joseph Auricoste. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'évidemment, Joseph Auricoste, pendant un bon temps d'ailleurs au début du XXe siècle, aux côtés d'Émile Thomas, ce chronométrier de talent, va produire des garde-temps à différentes utilisations. Avant la Première Guerre mondiale, notamment, il y aura une marque qui va développer qui s'appelle Just, J-U-S-T. Et à l'époque, la mode des chronographes monopoussoirs, qui n'est plus qu'une mode, c'est qu'à l'époque, on sait faire que des chronographes à monopoussoir en montre de poche, va être présentée. Il y aura d'autres montres sous le nom Juste qui vont naître, évidemment aussi des petites pendules d'officiers. Vous savez, Napoléon III avait un peu exigé que ces officiers aient des pendules qui puissent un peu trimballer
partout avec eux. Ces pendules, elles sont reconnaissables, elles sont pas très hautes, elles sont souvent en laiton, souvent un cadran en émail, ce n'est pas obligatoire, et vous avez le balancier et son réglage simple qui sont visibles à travers un fond transparent tout en haut de la pendule d'officier. Des petites pendules juste magnifiques. Breguet était aussi spécialiste de ces pendules. Il en a fait les plus beaux exemplaires. Quand la guerre éclate, au-delà du fait que je vous dis que Joseph-Henri Coste va s'engager pour servir la France, il va surtout produire des montres à destination du fait militaire, à la fois des outils. Par exemple, on parlait de boussoles, je crois qu'environ 30 000 boussoles ont été livrées à l'armée française pendant cette Première Guerre mondiale, mais aussi produire des montres de terrain, des montres outils, des montres de poche. Et donc, en plus de sa bravoure sur le terrain personnel, il va produire, aux côtés d'Émile Thomas, qui va toujours l'assister, des montres à destination des soldats qui sont à la fois sur le front ou plus dans le côté administratif et stratégique. À la sortie de la Première Guerre mondiale, il va aussi y avoir un pan important de Joseph-Henri Coste qui va produire des montres beaucoup plus sportives. Alors à la fois des montres de poche toutes simples, des montres de poche chronographes avec compteur des heures, compteur des minutes, mais aussi des montres bracelets qui sont un peu les premières montres de poche qui ont été mises sur des bracelets, donc avec des anses soudées de manière très propre. En tout cas, c'est l'évolution de la montre de poche vers la montre bracelet et toujours plus de montres bracelets chronographes par la suite dans les années 20 et dans les années 30. Notamment, et c'est ça qui est marrant avec Joseph-Henri Coste, c'est que parfois il signait J. Henri Coste, parfois vous aviez la marque juste pour laquelle il produisait certains types de montres, et vous aviez par exemple après la Première Guerre mondiale des montres sous le nom de Oral, les fameux chronographes en acier dont je vous parlais à l'instant. Évidemment, le fait très intéressant avec Henri Coste, avec Joseph-Henri Coste, et son nom déposé qui devient une marque de production de montres, c'est évidemment qu'à côté de toutes ces montres de poche, ces montres bracelets, va continuer à être un horloger de la marine de l'État. Donc il va à la fois fournir des pièces pour la marine, des pièces un peu secrètes, mais aussi fournir des chronomètres de marine. Alors typiquement les chronomètres de marine que l'on connaît, c'est-à-dire dans des boîtes en bois avec un système à cadence, c'est-à-dire que du coup, pendant toute la navigation, si le bateau tangue un peu, l'horloge de marine va suivre l'inclinaison du bateau et ainsi on va être le plus précis possible. Donc le chronomètre de marine dans sa boîte en bois que l'on connaît, qu'on apprécie, mais aussi des horloges de marine plus contemporaines qu'on va mettre sur le mur. Un peu plus tard, des horloges de marine, évidemment, avec des systèmes électriques. Mais ça, ce sera vraiment plus tard. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que même si je vous parle de montres de poche, de montres bracelets, il y a des commandes de la marine qui arrivent très régulièrement à Joseph-Henri Coste. Et on va même le consulter pour réfléchir à des productions très spécifiques pour la marine. Mais donc, tout ce que vous voyez de production d'Henri Coste, la riche production d'horloges murales, de chronomètres de marine plus classiques, de chronomètres de marine de poche, etc., pendant toute cette période, étaient aussi des livrables pour la marine de l'État, et ça, c'est extrêmement important. La Seconde Guerre mondiale va se passer. Henri Coste aura toujours un rôle très important dans la fourniture de matériel, d'outils, d'outillage, de montres pour l'armée, en particulier pour la marine nationale. Mais là où les choses changent et les choses sont importantes, c'est au début des années 50, après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez tout simplement la radiation d'Henri Coste, Joseph, entre guillemets, et l'installation en 1953-1954 de J. Henri Coste et fils, puisque Pierre-Henri Coste, personnage important, qui n'est d'autre que le fils de Joseph-Henri Coste, va arriver dans la partie et va prendre avec son père au début et ensuite seul le relais par rapport à toutes les activités d'Henri Coste, de J. Henri Coste. Toujours quand je dis Henri Coste, je pensais que c'est Joseph Henri Coste et fils. Cette fois, gros changement au début des années 50. Alors vous connaissez l'histoire qui nous plaît tant. Au début des années 50, vous avez un cahier des charges qui est émis par le ministère de la Défense, celui d'avoir une montre, alors on l'avait cahier des charges probablement type 20, d'avoir une montre lisible, un chronographe avec retour en vol. Je ne vais pas vous refaire cette histoire-là, je vous remets la vidéo ici pour vous expliquer toutes les tenants et aboutissants du type 20. Quoi qu'il en soit, Henri Coste va aussi participer à la fabrication de chronographes type 20, même si on sait que c'est Breguet qui va remporter l'appel d'offres majoritaire, mais Henri Coste comme Vixa, comme Matet Tissot qui assemble les Breguet type 20, va participer à cet effort incroyable, cet élan incroyable de la montre chronographe pour les montres de pilotes de l'armée de l'air, pas seulement, puisqu'il y aura des montres pour les pilotes de l'aéronaval, pour les pilotes de la marine nationale. On pense par exemple à un très joli type 20 CEV, vous savez, centre d'essai en vol, qui était juste un établissement où il y avait des pilotes qui étaient testeurs. On faisait des tests d'essai, tout simplement, pour l'outillage pour les avions. Et donc, quelques marques
dont Auricost, vont livrer des montres pour ce centre d'essai en vol, et vous avez CEV. J'ai une pièce en tête qui porte le numéro de série 247, le 2 pour type 20 et 47, le numéro de série de la montre avec un très joli calibre Lemania à l'intérieur. Les choses vont commencer à se gâter pour Auricost dans les années 60. Vous savez qu'en les années 60, on a la pensée du développement de la montre à quartz. Alors, je tiens toujours à le rappeler, les Suisses, même les Français, ont été très forts dans le développement de la montre à quartz depuis les années 50 déjà, et la miniaturisation de ces mouvements à quartz, sauf que les Suisses vont pas forcément penser à la série, au service après-vente, ce qui fait que le quartz japonais va juste totalement remporter la partie, même si je fais un petit clin d'œil ici à quelques marques qui ont fait des quartz formidables. Évidemment, le Beta 21, mais aussi le quartz développé par Girard Perregaux dans les années 60, qui voulaient un peu le faire de manière indépendante et pas le faire avec le centre électronique horloger, le CEH d'alors. Bref, ça c'est une parenthèse que je ferme. Mais en tout cas, les commandes continuent entre Pierre Auricost, donc sa société Auricost et Fils, et la Marine nationale, mais ça commence un peu à s'étouffer avec l'arrivée des mouvements à quartz, l'arrivée des montres à quartz, et l'entreprise rentre dans de réelles difficultés. Et là, vous avez un exemple qui est raconté par Laurent Torgeman, donc le fils de Claude Torgeman, qui, vous allez voir, va avoir un rôle décisionnaire dans la reprise de la société Auricost par la suite. Dans le même bureau où on est ici, Claude Torgeman est assis, sa secrétaire vient le voir et lui dit qu'il y a une personne qui l'attend en bas, qui voudrait le rencontrer. Alors, Claude Torgeman dit tout simplement, j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, donc qui est ce monsieur? Le monsieur arrive, le monsieur c'est Pierre Auricost, avec une énorme caisse de vin qui est remplie de montres et qui dit, Monsieur Torgeman, on collabore depuis quelques temps maintenant, puisqu'il y avait une collaboration, je vous raconterai, qui s'était créée entre d'un côté Claude Torgeman et Pierre Auricost, et Pierre Auricost ne peut plus subvenir aux besoins de l'entreprise. Il vient pour amener des montres en SAV, il dit que il faut que Claude Torgeman puisse l'aider, puisse reprendre l'affaire. Et ça, Claude Torgeman va penser à faire une association entre les deux entreprises en disant, écoutez, Monsieur Auricost, on peut pas vous laisser tomber comme ça, vous êtes un partenaire de choix, vous avez une histoire importante, moi j'ai envie de continuer ça, je veux pas continuer ça tout seul, moi j'ai des bons points forts, notamment pour les développements de collaboration, le travail avec la Marine nationale, donc on va pouvoir commencer et continuer à travailler ensemble. Malheureusement, Pierre Auricost succombera sur la table d'opération à une opération des yeux quelques semaines après, alors que les papiers allaient être signés quelques jours plus tard, ce qui est vraiment triste et ce qui empêche Claude Torgeman de faire son accord avec Monsieur Auricost. En fait, le partenariat entre Claude Torgeman et Pierre Auricost, il va naître du fait que Claude Torgeman est alors un distributeur d'accessoires et d'équipements sportifs. Et à un moment de sa vie, on va lui demander de distribuer la marque Hanhart. Vous connaissez la marque Hanhart, marque allemande d'horlogerie, connue pour ses chronographes. Steve McQueen était un amoureux de sa Hanhart. Vous savez, avec le petit capuchon rouge pour protéger un des poussoirs, qui va être vraiment une montre reconnaissable parmi beaucoup de montres. Et il va distribuer les chronographes Hanhart, en particulier dans les magasins d'équipements sportifs, pour que les professeurs d'éducation sportive spécialisés puissent avoir leur chronographe autour du cou. On a très bien l'image en tête. Peu de temps après, c'est Jack Heuer lui-même qui va aller voir Claude Torgeman en lui disant que ce qui se passe avec Hanhart étant plutôt sympathique, il serait intéressant que Claude Torgeman puisse distribuer du Heuer et du Tag Heuer dans ces points de vente HBJO. Donc on n'est pas dans les points de vente d'équipements sportifs, on est vraiment dans les points de vente d'horlogerie, bijouterie. C'est ce qui va amener par la suite Claude Torgeman à travailler avec Pierre Auricost dans la même idée, dans le même esprit, de distribuer la marque dans des points de vente dont il a développé la spécialité. Et après, ça rejoint mon histoire de un jour, Pierre Auricost débarque, il ne peut plus faire face aux problèmes de la société. Claude Torgeman propose une association et malheureusement, celle-ci n'aboutit pas. Heureusement, l'assiduité, la rigueur de Claude Torgeman le pousseront à racheter la société aux enchères, le racheter à la barre en expliquant les rapports qu'il avait avec Pierre Auricost. Et grâce à ça, aujourd'hui, c'est son fils, Laurent Torgeman. Claude Torgeman, évidemment, est toujours dans les parages. Il aime toujours jeter un coup d'œil à ce qui se passe. C'est son fils, Laurent Torgeman, qui a repris la société familiale. Si maintenant, on doit parler de pièces contemporaines, Auricost, évidemment, on a tous dans l'idée quelques pièces qui ont été éditées par Auricost. Pour moi, la plus représentative étant au début des années 80, en 1982 de mémoire, quand Claude Torgeman va ajouter au catalogue de la Spirotechnique une pièce de plongée Auricost Spirotechnique. Donc, à la fois à l'époque dans les montres de plongée, encore dans les chronographes, on voit des productions Auricost de qualité.
Et ce qu'il faut noter, c'est que on va avoir un peu un essoufflement de la montre bracelet chez Oreos dans les années 90, mais toujours la production d'horloges pour la Marine nationale, notamment d'horloges de ce type-là, des horloges mères pour des navires de guerre qui sont toutes reliées entre elles, des horloges de marine pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le truc qui fait un peu peur, c'est plutôt dissuasif, ne vous inquiétez pas. Tout ça pour vous dire que l'activité continue, 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 et même quand Laurent Torgman prend la suite de son père Claude Torgman, l'activité continue de plus belle. Et aujourd'hui encore, Oricost est fournisseur d'outils, de montres pour la Marine nationale. Il y a des projets secrets évidemment dont je ne parlerai pas. Et il y a aussi des pièces qui sont tout simplement des outils avec des chronométrages très précis au centième de seconde qui sont produits pour des branches de la marine. Mais pour moi, véritablement, le vrai retour en force et honneur de la marque Oricost, ça va prendre racine en 2024, quand Laurent Torgman commence déjà à penser au 170e anniversaire euh, de la naissance des premières racines de la marque, comme si je vous le dis en 1854, on ne parle pas encore du nom Oricost. On met avec Émile Thomas, qui est chronométrier de talent, qui va former et qui va travailler main dans la main avec Joseph Oricost un peu plus tard. 170e anniversaire, naissance de Lilian en 2024, naissance du projet fini, du produit et distribution et vente, succès génial de cette montre, la Fusco, en 2025. La Fusco, c'est 170 exemplaires, c'est une couronne déplacée à 4 heures, c'est un boîtier de 37 mm de diamètre, c'est ce fond gravé force et honneur avec le saphir transparent évidemment qui nous laisse voir le mouvement Newton automatique P092. C'est une montre qui va être vendue très rapidement et c'est un renouveau du succès Oricost. Toute une somme de détails, de magnifiques finitions sur le boîtier avec un chanfrein qui court tout le long de la tranche de carrure, une alternance de poli et de brossé. C'est ça la nouvelle identité, puisqu'on parle d'identité d'Oricost en 2025 avec la Fusco. Donc Fusco pour fusilier commando. Donc toujours ce lien avec l'armée, avec le fait militaire et la marine. Donc franchement, le retour, il est juste magnifique et même il va générer une frustration chez les gens qui n'ont pas l'occasion d'avoir une de ces 170 montres. C'est pourquoi Oricost vient tout juste de présenter sa Royal Type 32, qui est évidemment une réussite et qui reprend quelques traits d'identité du visage de la Fusco qu'on découvrait pour le 170e anniversaire de la marque. Je trouve très intéressant le nom de la Royale, c'était le nom que Jean-Baptiste Colbert, qui était ministre de Louis XIV, ministre de la Marine et des colonies de la France, donnera pour la marine française. Il l'appelait la Royale. C'est la marine royale française, avec ce surnom de la Royale. C'est juste un nom plein de force, plein de hauteur, puisqu'on parle quand même de Colbert, qui a donné cette dénomination à la marine française, et ça va parfaitement bien à ce nouveau garde-temps. Le type 32, évidemment, c'est pour faire un peu la suite logique après le type 20 du début des années 50. Donc la Royale, vous savez pourquoi. Type 32, vous savez pourquoi. Et maintenant, je vais vous parler plus en détail de cette très jolie montre. Vous savez, parfois, pas forcément besoin de parler 100 ans d'une montre. Vous voyez sur les images de Valentin, quand on a la montre entre les mains, ça dégage un esprit de qualité déjà, un esprit de finesse. Alors je pense que l'esprit de finesse, au-delà de cette boîte de 37 mm de diamètre, de 11 mm d'épaisseur, vous avez de la finesse un peu partout. Vous avez de la finesse dans les repères de la lunette, donc insert en céramique bleu, ici sur le modèle que j'ai entre les mains. Sur ce cadran bleu qui est juste magnifique, vous avez des index des heures, donc toujours doublés à midi, qui sont extrêmement fins, et ça c'est tiré d'une pièce de la collection de montres, horloges murales qui ont été livrées à la Marine nationale par Oricost. Vous avez des aiguilles bâtons très fines avec juste ce qu'il faut de matière luminescente. Vous avez le contrepoids de l'aiguille des secondes cigarette sur le cadran. Et ça, j'aime beaucoup, moi. La typographie, j'y prête une grande attention. Vous avez Oricost, horloger de la Marine, et à 6 heures, la Royale, type 32. C'est tout, rien de plus. La couronne, toujours à 4 heures, couronne vissée bien évidemment, fond vissé en acier avec toujours ce verre saphir et la vision sur le Newton P092, une édition limitée à 126 pièces et une étanchéité de 20 bars. Ce boîtier, si joli, Oricost l'a baptisé l'invisible, c'est celui qu'il y avait sur la Fusco, c'est celui qu'on retrouve sur la Type 32 et qu'on retrouvera plus tard peut-être avec différentes complications, mais en tout cas il s'appelle l'invisible parce que véritablement une fois installé au poignet, on ne le sent pas. C'est fou en fait, quand j'ai cette montre entre les mains, j'ai l'impression d'avoir tout l'héritage d'Oricost, c'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir une petite horloge de marine sur le poignet. Et je veux dire, pour arriver à faire ça, c'est plutôt un coup difficile. C'est aussi un coup de chance parfois quand on y pense, mais c'est toujours en respectant là où on vient
et l'identité de tout ce qui a été fait au XXe siècle. Et en ça, on peut saluer Auricos parce que c'est un très beau travail. La Royal Type 32, c'est finalement toute une somme de détails. Je vous parlais du Newton Pesor 92 qui est certifié chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Vous avez du Luminova, All Radium un peu partout, index, aiguille, seconde, le lip-hop, également tous les repères de la lunette 120 clics. C'est impressionnant. Et c'est des détails qui sont importants pour les amateurs d'horlogerie. On trouve un bracelet avec succession de maillons H et de maillons centraux complètement brossés. La boucle n'a pas été laissée dépourvue. Vous avez la petite signature du gouvernail sur la boucle qui est luminescent. Vous allez bien, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est un joli détail quand on est dans la nuit. On aime bien voir son petit gouvernail qui brille. Et vous avez le micro-ajustement au niveau du bracelet qui est juste un plaisir aussi à avoir et d'une grande utilité aujourd'hui. Cette Royal Type 32, elle est disponible en 2 coloris noir, coloris bleu. On est très simple, donc le coloris va se retrouver à la fois sur l'insert en céramique, mais aussi sur le cadran. Cette Royal Type 32 elle est disponible au prix de 2 350 € sur bracelet acier, fourni avec un bracelet en cuir, un bracelet en caoutchouc type tropique supplémentaire, et vous ne pourrez payer que 2 150 € si vous choisissez la version non pas équipée du bracelet en acier, mais du bracelet tropique et de son bracelet en cuir supplémentaire. Des éditions limitées à 126 pièces chacune qui trouveront évidemment preneur, puisque la qualité de la montre est au rendez-vous, la montre est fine, la montre est belle, et surtout la conclusion de cette histoire, chers amis, on a commencé avec Émile Thomas, chronométrie, on a commencé avec Joseph Auricoste, brillant, élève, innovant, premier de sa promotion, grand horloger de la marine, grand penseur du chronomètre. Toute l'histoire au XXe siècle d'Auricoste, à travers les guerres, à travers son rachat, sa reprise. Aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un retour en force que je salue. C'est pas facile de relancer une marque. C'est vraiment un relancement parce que la marque a été transférée de manière assez logique. Les rapports entre Auricoste et Claude Torgman étaient déjà importants à l'époque. Laurent, son fils qui a repris, a fait un travail formidable. Et la montre est juste réussie quand on la voit. En tout cas, elle nous évoque toute l'identité d'Auricoste au cours du XXe siècle. Et ça, chers amis, c'est le plus important. J'espère que l'histoire d'Auricoste vous aura plu. J'espère que les nouvelles pièces, en particulier la Royal Type 32, vous auront plu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On est toujours ravis d'y répondre. Je suis toujours ravi de répondre à chaque personne de manière personnelle. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.